Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Benoît Raphael, le papa de Iggy et aussi fondateur de Flint. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille ensemble sur une intelligence artificielle, un petit robot intelligent qui s'occupe de notre veille média. Benoît Raphael est vraiment, puisqu'on est en plein dans le cadre de la semaine de l'innovation, est un transformateur digital, un innovateur dans le domaine des médias. Il est aussi journaliste, blogueur et maintenant, depuis quelque temps, entrepreneur. On est très heureux de le recevoir. Il va vous parler de Iggy parce que je pense que Iggy est un élément fondamental dans notre pédagogie. C'est une intelligence artificielle que nous, l'ISEG, élevons, puisqu'en fait, Benoît est aussi papa de plein d'autres petits robots. Il va vous en parler. Donc, je vous propose qu'on l'écoute donc pendant une vingtaine de minutes. Il va nous parler de son aventure entrepreneuriale et aussi de citoyen, parce que je pense que c'est aussi quelqu'un qui est très impliqué dans le monde de l'information. Aujourd'hui, on est sur Internet, sur une information sans fond. C'est un puits sans fond. On parle beaucoup d'infobésité. Et donc, c'est aussi un acte citoyen qu'il fait avec ce projet Iggy. Et ensuite, vous pouvez donc, dans les campus, poser vos questions via le chat YouTube qu'on va lui remonter. Vous pouvez évidemment aussi, vous les étudiants ici à Paris, poser vos questions et il va y répondre. Après, il a un emploi du temps assez chargé puisqu'il part à l'étranger tout à l'heure. Donc, merci d'autant que tu sois venu nous voir. Et donc, on finira cette conférence à 12h05. Voilà. Merci Benoît, je te donne la parole. Merci. Alors, vous êtes ici pour apprendre un métier dont vous connaissez sans doute pas le nom demain, qui va changer. On ne sait pas quel métier on fera demain. Moi, je fais un métier qu'on dit du futur, parce que mon métier est dans un livre qui s'appelle d'ailleurs Les métiers du futur, que je vous invite à lire. Et je suis éleveur de robots. Alors, on dit aussi éleveur d'intelligence artificielle. On peut dire même AI trainer sur LinkedIn, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on parle de métier du futur, mais finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un sujet qui semble innovant, qui semble nouveau, mais en fait, on en parle depuis très, très longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. Ah, c'est que les masses, c'est plus compliqué de vous entendre, mais vous avez dit quoi? Plus fort? J'ai rien compris. Non, c'est... je pense, mais j'ai pas compris le nom, mais c'est pas celui-là. Mais j'ai entendu Choubi. Alors, c'est Alan Turing. Alan Turing, en fait, il était pas très connu jusqu'à récemment, jusqu'à ce que l'Angleterre accepte de parler de lui, parce qu'en fait, il était condamné pour homosexualité. C'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, c'est grâce à lui qu'on a gagné la Deuxième Guerre mondiale beaucoup plus rapidement. On pense qu'on a gagné grâce à lui 2 ans. Et surtout, donc, on a gagné 2 ans grâce à un robot, à un prototype de l'intelligence artificielle. Et comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là nous permet de comprendre de quoi on parle lorsque l'on parle d'intelligence artificielle. Donc en fait, Alan Turing, au moment donc, où les Alliés, là on était en Angleterre, ils avaient un problème, ils avaient besoin de connaître les positions des Alliés, et ils avaient récupéré une machine qui s'appelait Enigma, qui permettait en fait de décoder le code secret des Alliés lorsqu'ils se parlaient. Et le problème, c'est qu'en fait, cette machine qui s'appelait Enigma, donc qu'ils avaient volée, eh bien, elle changeait de mot de passe toutes les 24 heures. Et donc, ils avaient des équipes de décodeurs, d'experts, qui, pour décoder en fait ce mot de passe, ils en avaient beaucoup de gens, mais en fait, à la fin de la journée, s'ils n'avaient pas trouvé, en fait, à la fin de la journée, ben, il fallait recommencer à zéro. Donc, c'était hyper déprimant. Et surtout, en fait, en gros, ils n'arrivaient pas à aller assez vite, en fait. Donc, ce qu'a fait Alan Turing, c'est qu'en fait, ils avaient la méthode, donc il a modélisé la méthode, je simplifie à mort l'histoire, mais il a modélisé la méthode, et ensuite il l'a automatisé dans une machine, ce qui fait qu'ils ont pu très rapidement en fait, avoir le mot de passe en moins de 24 heures, et c'est comme ça qu'ils ont pu décoder en fait, les messages des Allemands et accélérer en fait, la victoire des Alliés. Vous voyez, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on ne parle quasiment que de ça. C'est-à-dire en fait, de modéliser une expertise et de l'automatiser pour gagner du temps, pour aller beaucoup plus vite.
Donc en fait, on a des règles, c'est un peu comme une recette de cuisine. Donc on rentre en fait des règles et puis ensuite on va changer les données en fonction des données. Donc on fait la même méthode à chaque fois et on résout le problème et simplement on le fait 10 fois plus vite qu'on le ferait avec un humain. Donc alors on en parle aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que c'est complètement nouveau, mais en fait à l'époque, c'est les mêmes méthodes qu'on utilise aujourd'hui, sauf qu'on n'avait pas la puissance machine et on n'avait pas non plus suffisamment de données. Donc maintenant, on a les données et on a la puissance machine. C'est pour ça qu'on parle de renouveau de l'intelligence artificielle, mais ces théories-là et la plupart des méthodes existent déjà depuis la fin de la guerre. Donc là, on a un problème, on a une méthode, on automatise la méthode et du coup, on a une solution. Sauf que des fois, en fait, on n'a pas la méthode. Par exemple, si vous devez détecter une tumeur sur un scanner, par exemple, donc le médecin a sa méthode à lui, mais en fait, il va en rater un certain nombre. Parce qu'en fait, il n'a pas la méthode parfaite pour détecter en fait, la tumeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va demander au robot, on va lui donner l'ensemble des données qu'on a. On n'a pas la méthode, on lui dit, voilà, maintenant, on te donne toutes les données. On te dit à chaque fois, là, il y a une tumeur, là, il n'y a pas une tumeur, là, il y a une tumeur, il n'y a pas une tumeur. Et on t'envoie les données à chaque fois avec le scanner. Et débrouille-toi, trouve-nous la méthode. Et donc là, c'est ce qu'on appelle, on fait la même chose pour détecter une photo d'un chien ou d'un chat. Une photo d'un chien, enfin vous, ça vous paraît évident de reconnaître un chat ou un chien, mais enfin pour un robot, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien donc, en fait, on va lui montrer une photo d'un chien, puis d'un chat, suffisamment de fois. Et à la fin, il va trouver lui-même la méthode pour détecter, pour savoir si sur une photo, c'est un chien ou un chat. Sauf que la méthode, on ne la connaît pas bien, c'est une méthode mathématique, hein, mais en fait, il va lui-même déterminer la méthode. Donc là, on utilise très souvent des systèmes qu'on appelle les réseaux de neurones. Et vous avez sans doute entendu parler du deep learning, donc c'est une façon plus complexe, on va empiler les réseaux de neurones les uns sur les autres, de façon à trouver une solution. Donc ce sont uniquement des calculs mathématiques, où cette fois-ci, donc on ne connaît pas le problème, on connaît le problème, pardon, on ne connaît pas la méthode, et on va demander au robot de lui-même trouver la méthode, et c'est là où on parle de machine learning, d'apprentissage automatique. Alors, vous suivez jusque-là? Alors je vais souvent les boire, hein, parce qu'en fait, donner une conférence avec un masque, moi, je trouve ça extrêmement difficile. Donc quand on parle d'apprentissage automatique, on parle justement d'apprentissage. C'est un peu comme si on se retrouvait en tant que professeur, en fait, devant un enfant à qui on devait apprendre des choses. On lui apprend, il faut lui apprendre. Et donc mon métier à moi, en fait, d'éleveur de robots, c'est d'apprendre aux robots à trouver des solutions. Donc là, pour Flynn, je vous en parlerai, c'est trouver des articles de qualité. Donc il faut que je lui apprenne. C'est un petit peu comme un humain, quelque part, hein. Donc c'est pas vraiment un métier très technique. Il faut surtout que moi j'ai une expertise à transmettre, quelque part, et ensuite le robot va essayer de la mimer, cette expertise. Alors la différence, c'est qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Un robot, c'est pas du tout la même chose en fait, qu'un être humain. Si vous prenez un enfant, par exemple, si vous lui demandez de faire la différence, prenez un enfant de, je sais pas, de 5 ans, si vous avez des frères et sœurs ou des petits-neveux, vous lui demandez à 5 ans ou 3 ans, on va dire plutôt, ouais, 3 ans, vous lui demandez de faire la différence entre un chat et un chien. Vous avez un chat et un chien, vous lui montrez combien de fois le chien? Pour que le robot, c'est horrible avec un masque, pour que le robot, en fait, pour qu'un enfant, pardon, vous avez votre enfant, je reprends, vous avez votre enfant qui a 3 ans, et vous voulez lui faire la différence entre un chien et un chat. Donc vous avez un chien et un chat, il faut lui montrer le chien suffisamment de fois pour que quand il voit le chat, il dit c'est pas un chat, c'est pas un chien. Ça va? Donc vous lui montrez combien de fois le chien? Une seule fois? Vous avez un neveu super intelligent, hein? Une vingtaine de fois? 5 fois, voilà. La plupart du temps, on me répond 5 fois. Ça dépend si vous pensez que votre petit frère ou votre petite sœur a un haut potentiel, ou sinon, mais en fait, globalement, c'est 5 fois à peu près. Bah, le robot, en fait, vous lui montrez 1 million de fois, ou plusieurs centaines de milliers de fois. Donc c'est quoi, en fait? C'est qu'en fait, le robot, simplement, en fait, il réfléchit beaucoup plus vite. Mais il est très très con, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec l'intelligence artificielle, il faut enlever le mot intelligence. Regardez le mot artificiel, et les robots sont très cons.
Et donc quand on est éleveur de robots, imaginez-vous en fait un prof qui doit éduquer un enfant très très con, mais qui réfléchit très très vite. En fait, c'est l'enfer, parce que l'enfant fait 1 million de fois plus de conneries en fait que le robot fait 1 million de fois plus de conneries que l'enfant. En fait. Et donc c'est important de comprendre ça aussi, parce qu'il n'y a pas d'intelligence de compréhension, c'est-à-dire que le robot ne va pas comprendre, quand il voit un chat, il ne comprend pas le concept de chat ou le concept de chien. Vous avez vu, en fait, on lui envoie des données et simplement, il fait des calculs mathématiques, il a une méthode pour simplement se dire ça se rapproche de ce qui, à mon avis, est le résultat 1, chien, ou résultat 2, chat. Mais il le fait très très vite, donc on a l'illusion de l'intelligence. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas un autre problème qu'on a dans l'intelligence artificielle, qui est le problème des biais. Parce qu'en fait, le robot, comme il réfléchit très très vite, en fait, le principe d'un algorithme, c'est qu'il dévie petit à petit de la réalité. Parce qu'un algorithme, c'est une simplification de la réalité. C'est comme le racisme, c'est pareil. Le racisme, c'est un mauvais algorithme qui se détourne petit à petit de la réalité par manque d'information. Et bien là, c'est la même chose. Donc petit à petit, le robot va se dévier de la réalité. On appelle ça un biais. Et comment on évite ça? Il va par l'éducation du robot. Donc on l'éduque comment un robot? Eh bien, on va l'éduquer par les bonnes données. Il faut lui envoyer donc les bonnes données. Si on envoie les mauvaises données, ben, du coup, il va petit à petit dévier encore plus. Et puis après, il y a un contrôle, en fait. C'est comme un contrôle à l'école. On appelle ça des boucles de rétroaction. On va vérifier que le robot ne dévie pas trop, en fait, de la réalité. Donc c'est ça, éduquer un robot. Et les biais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, dans un système qui va aider, aux États-Unis notamment, ils ont des logiciels qui aident à la prise de décision de justice, et bien on peut se retrouver face à des biais racistes, parce que les données ne sont pas très bonnes, où le robot a été mal éduqué, et donc on peut se retrouver avec des prises de décision, on va dire, bah, tiens, cette personne-là, elle a plus de chances de récidiver, et il se trouve que ce sont plus facilement des noirs que des blancs, alors qu'en fait ça ne correspond pas à la réalité. Donc c'est important en fait de comprendre aussi que cette intelligence-là, elle n'est pas forcément plus intelligente que nous, elle ne peut pas fonctionner si elle n'est pas éduquée, donc s'il n'y a pas ces boucles de rétroaction et si on n'a pas les bonnes données, et surtout s'il n'y a pas de transparence des données. Alors pour ce qui concerne l'information, ben quand on parle d'éducation, ben c'est le bordel total. Donc l'information circule beaucoup à travers les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont des algorithmes intelligents, il y a beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans. Et en fait, c'est le chaos. Et pourquoi c'est le chaos? Parce qu'en fait, qui éduque ces robots? C'est vous. Non, c'est pas moi. Moi, j'aurais bien éduqué les robots de Facebook. Non, c'est vous qui les éduquez. Vous leur envoyez vos propres données personnelles, et donc ils réagissent par rapport à ça. Mais par contre, qui contrôle? C'est pas vous. Vous pouvez pas contrôler en fait ce que fait le robot. Vous ne savez pas comment il fonctionne, donc vous êtes incapable de le contrôler, donc vous êtes incapable de lui faire un retour précis pour lui montrer qu'il est en train de dévier. Donc le biais en fait dans l'information fait que on se retrouve assez rapidement face à évidemment une surabondance d'informations, très souvent aussi ce qu'on appelle les bulles de fil, c'est-à-dire que le robot va comprendre que vous vous intéressez à telle ou telle chose, donc il va vous les renvoyer de plus en plus. Et surtout en fait en réagissant à des impulsions émotionnelles, parce que l'objectif en fait des réseaux sociaux, c'est de vous faire rester le plus longtemps en fait sur le site. Et donc le robot, lui, mathématiquement, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de vous faire rester le plus longtemps possible. Donc en fait, il vous renvoie tout ce qui correspond à des impulsions qui vont vous permettre de rester le plus longtemps possible. Et donc à la fin, bah, ça vous renvoie aussi des fake news, parce que les fausses informations en fait sont très sensibles, en fait, provoquent énormément ces impulsions. Si vous prenez YouTube par exemple, en fait, il y a selon les pays, en fait, vous avez presque un 1/8 en fait des contenus qui sont suggérés à droite de la vidéo que vous regardez, qui sont des théories du complot. Et donc Google essaie de corriger ça, mais ils n'y arrivent pas. Donc ils utilisent des humains pour ensuite aller corriger. C'est un petit peu comme des éducateurs spécialisés. Vous avez mal éduqué vos enfants, et après c'est foutu. Et donc après, bah, vous mettez des éducateurs pour essayer de corriger en fait le problème, mais on sait que c'est plus facile si on prend ça à la base. Facebook, c'est 35 000 personnes 35 000 humains en fait qui vont corriger les erreurs en fait des algorithmes pour éviter les fake news. Ils n'y arrivent pas. Ils arrivent déjà à éliminer plusieurs milliards de contenus, mais en fait, ils n'arrivent toujours pas. Pourquoi? Parce que les algorithmes sont beaucoup trop complexes, et quand on a mal éduqué un robot à la base, eh bien, c'est beaucoup plus difficile ensuite après de faire l'éducateur spécialisé, d'essayer de rattraper en fait ce qui a
le biais qui s'est créé. Donc nous, on s'est dit, on va reprendre des algorithmes, on va créer nos propres robots, notre propre intelligence artificielle, et on va reprendre à la base. On ne va pas utiliser les algorithmes des autres, et on va les éduquer nous-mêmes. Donc on a créé un truc qui s'appelle l'école des robots. Donc c'est une école, vous voyez, qui est tout sympathique, c'est à la montagne. Donc en gros, on éduque des intelligences artificielles pour justement leur permettre d'éviter le biais et de retravailler leur éducation. Donc on a créé un projet qui s'appelle Flint. Donc Flint, ça a démarré en 2017. Donc c'est un petit robot. Alors quand je dis robot, il est virtuel. Hein. Ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle qui utilisent le machine learning, hein, plus précisément, et dont l'objectif en fait était que Flint puisse proposer une sélection d'informations, donc d'articles, de liens vers des articles qui soient qualifiés, qui soient personnalisés en même temps, qui soient de qualité. Et il envoie ça sous la forme la plus simple, qui était la newsletter, qui était l'outil le plus facile à utiliser pour nous et celui qui avait les meilleurs résultats. Et on s'est dit, bon, on va voir ce que ça donne. Et donc le robot, en fait, chacun peut s'abonner gratuitement, reçoit une newsletter du robot qui envoie chaque jour ou chaque semaine des liens vers des articles intéressants, en essayant en même temps de nous sortir de notre bulle, donc de nous envoyer des choses qui vont nous surprendre, un peu éloignées de ce qui nous intéresse habituellement, donc personnaliser, mais en même temps à chaque fois ouvrir l'esprit. Et ensuite, on peut indiquer au robot, ben, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et le robot, petit à petit, en fait, s'adapte. Donc, en fait, et ensuite, on peut accéder à un petit espace d'entraînement qui permet d'interagir avec son robot pour l'entraîner, pour qu'il soit de plus en plus précis, de plus en plus pertinent. Et puis ensuite, on a fait une version payante, professionnelle, c'est celle qui est utilisée pour Iggy, qu'on appelle l'école des robots, donc un peu plus précise, qui permet cette fois-ci de spécialiser un robot sur une thématique, sur des sujets qui nous intéressent. Et donc, on a un espace d'entraînement, le robot, comme à l'école, il se donne des notes. Vous savez que c'est très difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un robot. Donc, on a essayé de travailler un design qui permet d'essayer de... parce que les algorithmes, c'est un peu une boîte noire, en fait, parce que le robot établit des critères en fait, de qualité pour lui, mais comme ce sont des critères mathématiques, on n'arrive pas à les lire. Donc on essaie de trouver des indicateurs qui permettent de comprendre si le robot comprenait le sujet bien, le sujet qu'on lui avait indiqué, et s'il y avait suffisamment de contenu disponible, parce que des fois, s'il ne trouve pas les articles qu'il estime être intéressants, bah, du coup, il va en mettre d'autres, mais auxquels il va donner une note moins bonne. Donc du coup, ça lui permet d'avoir des notes. Et ensuite, on l'entraîne très simplement. En fait, on lui envoie des articles qu'on estime être intéressants. Et ensuite, on peut noter les articles qu'il nous propose bien, très bien, dans le sujet, mais bof, et là, c'est complètement hors sujet. Alors, comment ça marche? Et ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on fait ça et quelle est la valeur de ce qu'on amène. En fait, la valeur, c'est que le robot va aller chercher la qualité. Et vous savez que la qualité, en fait, c'est pas un terme générique. On n'a pas de critères de qualité, sinon on les aurait inscrits. Mais on ne peut pas donner de critères de qualité pour un article parce que ça dépend de vous. Ça dépend de votre niveau d'expertise, de ce qui vous intéresse. Si vous êtes plus technique, si vous vous intéressez par exemple à l'intelligence artificielle, en fait, moi, celui de mon associé qui est ingénieur, il envoie des articles très très techniques. Moi, c'est des articles beaucoup plus généraux. Donc, c'est vraiment votre niveau d'exigence n'est pas le même. Donc, le robot a une approche, on va dire, plutôt psychosociale que simplement sémantique, c'est-à-dire qu'il s'intéresse plus en fait à votre comportement, qui va essayer de comparer à des comportements d'autres utilisateurs, d'autres experts. Il va les comparer mathématiquement plutôt que simplement s'intéresser aux mots-clés, comme on dit, ou au sens des mots. Il l'utilise aussi, mais ça fait partie uniquement, c'est juste une part des données qu'il utilise pour essayer de comprendre ce qui vous intéresse. Et donc, pour bien comprendre en fait ce que ça veut dire, un des premiers projets que l'on a monté, c'était avec une association dont je suis membre depuis le début, qui est une association en fait qui milite pour la place des femmes dans la société, dans l'entreprise notamment, donc qui fait en sorte que par exemple quand je suis à une table ronde, et ça m'est arrivé, je crois que non, c'était pas ici que j'ai refusé une table ronde, si je suis dans une table ronde, il n'y a pas une femme dans le panel, on s'en va, on refuse la table ronde, et donc l'idée c'était de pouvoir avoir une sélection d'articles de qualité qui parlaient de l'égalité femmes-hommes, mais sans biais sexiste. Donc si vous mettez juste un mot-clé égalité femmes-hommes, vous allez avoir tous les articles qui concernent le sujet, mais beaucoup sont écrits par des hommes ou dans des médias qui sont dirigés par des hommes avec un biais sexiste. On ne le sent pas tellement, mais bon, globalement, souvent, ça peut... Donc comment on arrive à avoir une sélection d'articles intéressants sans biais sexiste?
Donc Ella a été élevée par la porte-parole en fait de Jamais sans elle, et en fait en lui indiquant que des contenus qui parlaient de ce sujet-là, mais qui n'étaient pas sexistes. Donc, et depuis maintenant, donc elle envoie une sélection d'articles. Donc dans une newsletter qui est faite directement par eux, avec leur propre design, leur propre univers, à plusieurs milliers de décideurs en France et dans le monde, pour justement parler de ce sujet-là, mais sans ce biais-là. Donc la valeur, en fait, et l'apport de l'intelligence artificielle, elle est vraiment sur la qualité d'expertise qu'on amène. C'est un petit peu comme si la porte-parole de Jamais sans elle choisissait elle-même les articles et les envoyait toutes les semaines, sauf qu'elle n'a pas le temps de lire 20 000 articles par jour. Et donc elle fait le travail à sa place. Un autre usage que l'on peut voir, en fait, c'est une maison d'édition qui s'appelle Humaine 6, donc ceux qui ont toute la collection Que sais-je ou Presse universitaire de France, et qui ont lancé une collection qui s'appelle Humaine Science. Donc ils ont fait entraîner en fait leur robot par un scientifique, alors spécialiste de l'esprit critique, qui est un YouTuber également, et qui est un auteur chez eux, et qui a entraîné le robot pour essayer d'aller l'entraîner sur des sujets vraiment intéressants, surprenants, mais de qualité et pas faux, parce que le problème c'est aussi les fausses infos dans la science, c'est compliqué. Et donc le robot ramène régulièrement donc des articles là-dessus, et en fait Humaine Science a créé une newsletter dans laquelle il propose les nouveautés dans leur collection, leurs événements, etc. Mais ça marchait pas très bien. Ils avaient besoin d'avoir des contenus à partager en fait. Donc du coup le robot fait le travail de sélection, et ce qu'ils nous ont dit c'est qu'en fait ils gagnent plusieurs heures par semaine en fait dans la sélection, et ça leur permet de gagner du temps. Ils avaient essayé plusieurs autres newsletters auparavant qu'ils avaient tout abandonné parce qu'ils n'avaient pas le temps de la faire. Donc là dans chaque newsletter le robot qui est devenu un peu une marque de fabrique finalement de la collection Humaine Science, envoie une newsletter dans laquelle il y a trois extraits d'articles, et puis le reste après ils poussent leur collection. Et moi c'est une newsletter que j'ouvre quasiment toutes les semaines parce que je trouve qu'elle est très bien faite. Alors elle est faite par un humain, hein, mais poussée par un robot. Donc là c'est pas le robot qui a remplacé l'humain, c'est le robot qui a aidé l'humain à gagner du temps, à aller beaucoup plus vite et à se concentrer sur la valeur ajoutée justement, c'est-à-dire en fait la qualité du titre, l'accroche, la sélection des autres produits à mettre en avant. Et puis vous avez Iggy donc, qui est là, donc là vous le voyez bouger maintenant. Donc c'est un projet qu'on a lancé, c'est un des premiers projets qu'on a lancé au démarrage de l'école des robots de Flint. Et on l'a démarré de façon un peu originale puisqu'on a lancé un concours dans les différentes écoles. D'abord il y avait un premier concours qui était vraiment sur la personnalité du robot, parce que l'idée c'était de se dire aussi on peut personnaliser l'image du robot. Alors ça sert à quoi? En fait, c'est très marketing, mais ça permet de se dire, en fait, on va avoir un nouveau collaborateur de l'entreprise ou de l'école. Donc l'idée, c'était que les étudiants devaient essayer d'imaginer si on avait une espèce de clone étudiant, quoi, une espèce d'un autre étudiant qui soit un peu comme nous, qui représente un petit peu ce qu'on est, notre culture, ou ce qu'on imagine être en tout cas, à quoi il ressemblerait. Donc on a posé plein de questions. Donc sur les matières, sur la personnalité du robot, sur son équipement, sur ses accessoires, etc. Et notre artiste a fait 3 croquis avec tous ces éléments-là. Il y a eu un vote et on est tombé sur Iggy, donc avec un verre à bière là, et une balle de ping-pong. Et voilà, donc il est sympathique. Et alors ils sont toujours là un peu cons les robots, mais c'est pour vous expliquer justement, c'est pour faire comprendre qu'en fait l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, elle ne nous remplace pas, elle est vraiment là pour nous aider, ce sont des outils, mais si on ne les contrôle pas, s'il n'y a pas de transparence, si on ne la maîtrise pas, cette technologie, en fait, elle ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment la prendre comme un nouvel outil, comme un appareil photo. À l'époque, on peignait au lieu de dessiner. En fait, on a eu des outils qui ont été l'appareil photo. Ils n'ont pas remplacé le dessinateur, ils ont créé un nouveau métier qui s'appelle photographe, et dans lequel il y a beaucoup de créativité. Donc c'est exactement la même chose qu'on a voulu faire transparaître. Et ensuite, il y a eu un concours d'entraînement de robots, et on a pris le meilleur. Il y a eu plusieurs robots qui ont été entraînés, avec des noms rigolos. Et c'est l'école de Bordeaux qui a remporté ce concours-là. Donc, du coup, le robot que vous voyez ici est le robot qui a été entraîné par une équipe d'étudiants de Bordeaux. Et voilà. Et puis cette année, ça sera une autre équipe d'une autre ville qui prendra en charge l'éducation de ce robot. Donc, lui, il va chercher des articles, des vidéos, des podcasts sur le marketing qui sont censés vous intéresser puisque ça a été fait par vos pairs, les autres étudiants. Voilà, et et après ça, une fois qu'on avait
lancé tout ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est une boîte qui a été montée dans un garage, hein, quasiment. C'est-à-dire on était deux et demi à monter ça. C'était une expérience. Et en fait, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mon associé était à Aix-en-Provence. Moi, j'étais dans le 15e. Et Clémence, qui dessine, elle, les robots, était à Montréal. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on s'est dit, il faut aller beaucoup plus loin maintenant aujourd'hui. Quand on se parle du problème de l'information dans France et dans le monde, notre idée, c'était de régler le problème du bien s'informer. Comment est-ce qu'on arrive à bien s'informer pour pas perdre de temps, pour prendre des bonnes décisions? Et je trouvais qu'il y avait une problématique, c'est qu'on a du mal à avoir des bonnes idées, à être inspiré, à pas être dans l'info anxiogène, à avoir des nouvelles idées. Parce que si on veut changer le monde demain, si on est mal informé, si on a une vue trop courte ou trop enfermée de l'information, on prendra des mauvaises décisions. Et le meilleur exemple, c'est la crise sanitaire. J'avais du mal à faire comprendre ça il y a quelques temps. Et quand la crise sanitaire est arrivée, on a eu le prototype de ce qui va nous arriver à chaque fois qu'on aura un événement, on va être dans un chaos d'information. Et vous voyez que la question du temps, elle est essentielle. Parce qu'on perd beaucoup de temps, en fait, à être envahi de surinformation, parfois de désinformation. Donc il faut savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc on perd du temps dans son cerveau, déjà. Donc on perd du temps de cerveau disponible. Et puis également, on a même aussi fait face à des informations officielles, scientifiques, complètement contradictoires. Et il fallait prendre des décisions très vite, parce que le virus allait très vite. Et donc c'est l'enfer, c'est infernal. Moi, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, enfin, moi j'ai trouvé ça, c'était extrêmement stressant. Donc on a monté, en parallèle du projet, j'ai créé une newsletter que j'écrivais moi-même, qui s'appelait Flint Dimanche, et dans laquelle chaque semaine, je travaillais plus de 20-30 heures, là en tant que journaliste, et je me plaçais à la place de n'importe quel citoyen que j'étais, en disant, alors là, du coup, on raconte ça, je comprends rien, c'est quoi juste les bonnes données sur lesquelles on peut tous s'entendre pour débattre, quoi. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et essayer de faire un travail d'enquête, de tirer le fil de l'information pour qu'à la fin, chacun puisse se faire sa propre opinion, sans que moi je dise ce qu'il fallait penser, ce qui était vrai, ce qui était faux, mais juste mettre en avant les bonnes données et montrer à quel point la mécanique d'information était complexe et parfois nous brouillait complètement notre façon de voir les choses. Et à partir de là, je dis, bon, bah, du coup, maintenant, ce qu'on fait comme important, ça a très bien pris. Je dis, bon, bah, est-ce qu'on lève des fonds? Est-ce qu'on essaie d'aller plus loin? Est-ce qu'on essaie de passer du garage à une entreprise? Donc, j'ai posé la question à nos abonnés. On avait 20 000 abonnés gratuits, 4 à 5 000 qui ouvraient la newsletter le dimanche. Et je leur dis, bah, est-ce que vous pensez que c'est bien? Donc, ils ont dit oui. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, j'aurais balancé toutes les données de l'entreprise. Donc, les chiffres, les finances, le taux d'ouverture, le taux de transformation, etc. J'ai vraiment tout donné en disant, voilà, vous me dites ce que vous en pensez, est-ce que ça vaut le coup qu'on lève des fonds? Donc j'ai bossé pendant une semaine sur un dossier de 50 pages. Tout le monde m'a dit, mais 50 pages, personne ne va le lire. J'ai dit, ouais, d'accord, mais s'ils n'ont pas le temps de lire, je ne vois pas comment ils peuvent m'aider. Donc j'ai fait un dossier de 50 pages avec toutes les données, mais vraiment tout ce qu'on avait, donc des transparences totales sur nos finances aussi. Et j'ai envoyé ça, j'ai 500 personnes quand même sur les 4000 qui ont lu intégralement le dossier, de 50 pages. Une cinquantaine qui ont contribué, donc c'est sur un Google Doc, donc qui m'ont aidé à changer des choses, etc., qu'on fait des ajouts. Et 5, dont certains étaient des anciens VP de fonds d'investissement, ou des financiers, des chefs d'entreprise, enfin des gens qui étaient vraiment plus dans la finance, qui n'étaient pas du tout mon métier, qui m'ont aidé à faire le business plan et à construire le dossier. Et puis on s'est dit, en fait, cette levée de fonds, on va la faire, qui a été donc finalement collaborative, on va la faire sur un autre site collaboratif qui s'appelle Lita, qui permet de faire donc des vraies levées de fonds en capital, hein, c'est pas du crowdfunding. Et pour ça, d'utiliser, en fait, de faire appel uniquement à nos abonnés, à nos clients. Donc on avait 20 000 abonnés, 16 000 en français, 4 000 couvraient le newsletter à peu près, à chaque fois. On dit, bah, on va essayer de lever, on avait besoin de lever 300 000 euros en capital, et puis un peu plus après en faisant appel aux aides à l'innovation. En 300 000 euros avec nos 4 000 abonnés. Je voulais faire que ça, je voulais pas aller chercher ni d'amis, ni mon réseau, ni le fonds d'investissement. Je voulais partir que des abonnés, des clients, parce que je trouve que ça nous donnait plus de force. Puis de toute façon, je voulais pas monter une boîte sans... Je voulais le faire, je voulais avoir du plaisir à travailler dans ce projet-là. Je pensais que ça avait du sens de le faire comme ça. Je voulais qu'on soit parfaitement indépendant. Et je voulais raconter cette histoire-là. Comment est-ce qu'on lève des fonds uniquement à partir de nos clients.
Et donc, évidemment, quand j'ai démarré la levée de fonds, c'est pour ça que vous avez cet article-là, c'était le lendemain du confinement, parce on n'a pas pu se trouver la date, et ensuite je me suis retrouvé bloqué dans mon bureau tout seul, avec juste comme arme mes emails. Et donc j'ai lancé un appel à la communauté en disant, bah voilà, donc on va démarrer une levée de fonds, et on a mis donc 6 mois pour récupérer, non pas 300 000 euros, mais finalement 338 000 euros, uniquement à partir de nos abonnés et de nos clients également. Donc il y a des clients qui ont mis 100 euros, certains ont mis 25 000 euros. Et donc on a à peu près 600 personnes, clients et abonnés, qui ont participé donc, sur les 4000 qui ouvraient régulièrement la newsletter. Donc j'envoyais une newsletter toutes les semaines, où je racontais mes galères, comme mes doutes aussi, parce que j'étais tout seul dans mon truc, depuis ma chambre quasiment, enfin c'était un peu ça. Et puis les coulisses aussi, comment ça se passe, une levée de fonds, les questions qu'on se pose, etc., etc. Donc quelque chose de vraiment très intime, en fait très personnel, et très transparent, avec énormément d'échanges où la newsletter était envoyée à chacun et chacun pouvait me répondre. Et je répondais à toutes les questions et à tous les mails. Donc on vient de finaliser cette levée. Donc là maintenant on va aller chercher des aides en innovation. Donc on a appris beaucoup de choses en fait avec ça. Et je voudrais terminer avec ces éléments. Qu'est-ce que moi j'ai appris lors de cette expérience assez particulière de faire une levée de fonds en plein confinement, durant toute la crise, pendant 6 mois, en n'ayant aucune autre force que la mienne. Et j'ai appris beaucoup de choses sur l'usage aussi de la newsletter, qui a été le bras armé, en fait, quelque part, de cette campagne, entre guillemets, marketing, si on peut le dire comme ça. Moi, j'ai retenu plusieurs choses. D'abord, il faut prendre le temps. Donc, on s'est dit, je prends le temps, je n'attends rien, je vais prendre le temps qu'il faut pour faire quelque chose de qualité, dont je sois fier, moi, d'abord. Et je pense que c'est en faisant ce produit-là, cette campagne-là de qualité, en restant droit dans mes bottes et en le racontant, je pense que c'était le meilleur moyen de réussir. La deuxième chose, c'est la transparence, c'est totale transparence, c'est-à-dire que je cachais rien. Toutes les questions qu'on se posait, toutes les questions qu'on me posait sur à la fois les finances, sur comment fonctionnaient les algorithmes, sur les personnes sur la mécanique de la levée de fonds, je restais transparent. Une intimité aussi, c'est-à-dire qu'en fait, la newsletter, on l'imagine comme un outil marketing pour vendre des trucs. C'est vrai qu'il y a un taux de transformation qui est assez intéressant. Mais c'est d'abord une lettre qu'on envoie à chacun. Et donc moi je voulais que cette lettre, en fait, alors d'abord quand le robot envoie une lettre, elle est personnalisée, donc il y a un rapport direct. Et quand moi j'envoyais une lettre à 20 000 personnes, j'envoyais une lettre à chacun, comme si c'était à chacun. Alors ça paraît un peu bizarre parce que du coup c'est la même lettre que j'envoie à tout le monde. Mais j'ai eu énormément de retours de personnes qui disent on a l'impression que tu nous envoies une lettre à nous-mêmes. Et je commençais toujours par cher toi, etc. avec le prénom. Et c'est pas une astuce, il y a un peu de mentalisme, effectivement, mais tout le monde sait qu'on joue un jeu. Ils savent que c'est la même newsletter, mais en fait, je parle à chacun en le tutoyant, avec une relation très intime, je parle beaucoup de moi aussi. Et surtout, je réponds à chacun. Et en fait, dans les statistiques, globalement, sur les 4000 qui vont ouvrir, je vais avoir, ça dépend, quand je raconte le cambriolage qu'on a eu en plein confinement du bureau, du coup, j'ai reçu beaucoup de réponses, énormément de réactions. D'ailleurs, c'est souvent à chaque fois que je racontais une merde, en fait, que ça faisait plus réagir les gens et que les gens étaient plus empathiques avec moi. Mais aussi, donc souvent, c'est à peu près sur 4000 qui ouvrent, je vais avoir peut-être 30, 40 réponses. Donc souvent je dis merci juste, et puis des fois je fais une vraie réponse. Donc ça prenait pas tellement de temps, autant de temps que ça en fait. Mais finalement ça crée ce jeu-là, cette relation intime. Et je trouve que c'est une force incroyable qui est la newsletter par rapport à d'autres outils marketing. C'est un vieux truc la newsletter, mais ça remonte beaucoup aujourd'hui parce que ça crée justement cette relation intime. Puis la dernière chose, c'est on voulait un projet qui fasse bouger les choses. On est dans un monde qui est complexe. Moi, je ne m'imagine pas bosser dans une boîte sans qu'elle soit utile, sans qu'elle puisse aider le monde à aller un peu mieux. Et je pense que quand on fait du marketing, je pense que c'est un vecteur très très fort. Et ça ne peut pas être un mensonge. Il faut vraiment que ce qu'on fasse soit vraiment utile. Et je pense que c'est les entreprises de demain, celles qui réussiront, je pense que ce sont les entreprises à mission. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à tout ça. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Est-ce que vous avez déjà des questions éventuellement ici dans la salle? Ils sont intimidés. Moi j'avais une question. Je voulais d'abord te féliciter pour ce projet parce que alors moi j'étais une lectrice
de la newsletter du dimanche que tu as réussi à humaniser et en fait c'était tellement bien fait que moi à chaque fois je lisais l'intégralité parce qu'en plus tu faisais pas dans la newsletter light. Comment justement, puisque tu disais effectivement Facebook nous renvoie ce qu'on y injecte, etc. Comment est-ce qu'on fait pour Iggy? Donc si nous, on l'éduque, est-ce qu'à un moment aussi, il va nous envoyer des infos d'un autre spectre? Comment justement y apporter aussi de la spontanéité, de la veille intelligente? Parce que si on est uniquement dans la confirmation de ce qu'on pense et de ce qu'on cherche, comment tu fais pour ouvrir justement l'info à d'autres univers? Alors la question de sortir de sa bulle, c'est une vraie question qu'on va beaucoup aborder sur l'offre gratuite, en fait, qui est une offre un peu généralisée, pour essayer de montrer sur chaque contenu des contenus plutôt à gauche, plutôt à droite, avec des opinions différentes, par exemple, etc. Pour les robots qui sont spécialisés, forcément, on est un peu déjà dans une bulle, puisqu'on est sur la même thématique. On dit, voilà, moi, je veux un robot qui me parle de marketing. Donc, alors, la différence, c'est qu'effectivement, ça va dépendre de ce qu'on cherche. Le marketing, c'est un très, très grand mot. Ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, aujourd'hui, c'est tellement complexe. Il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Donc, il y a des éléments plus techniques, par exemple, qu'on peut utiliser, des éléments qui sont plus proches de la communication, etc. Donc déjà, la façon dont on va l'entraîner va donner une direction. Donc on pourra avoir 4 robots sur le marketing, en fait, avec des approches différentes. Une approche très data, par exemple, une approche plus générale, une approche plus digitale, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, donc ça peut travailler aussi, on peut le faire avec une approche de plusieurs robots pour montrer qu'effectivement, quand moi je dis bien s'informer, souvent on s'informe mal parce qu'en fait on se pose pas la question de comment s'informer, de ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on recherche et quelle va être l'utilité de ce qu'on a, de l'information qu'on va consommer. Donc déjà le fait d'entraîner plusieurs robots en disant du coup de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui m'est vraiment utile, c'est un premier travail déjà pour bien s'informer. Donc déjà pour se sortir de sa bulle, donc il faut que Iggy soit entraîné par une équipe qui puisse d'ailleurs raconter l'histoire et qui se pose ces questions-là. Et puis après, l'algorithme et le robot, il n'y a pas de source prédéfinie. Il va chercher tout ce qu'il peut trouver. Et donc, il va justement aller chercher des sources d'informations qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, c'est aussi cette ouverture-là, de ne pas juste se concentrer sur les sources officielles, mais on peut tomber sur une page Facebook, un post LinkedIn, un podcast australien. Enfin, ça peut être très, très varié. Alors, on a une question en ligne. Je ne sais pas de quel campus d'ailleurs, de Nantes. Si on arrête d'éduquer l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle tourne en rond? Qu'est-ce qu'elle fait si on arrête de la... Non, elle évolue parce qu'en fait, elle évolue parce qu'elle appuie sur un modèle qui est psychosocial. En fait, elle va analyser le comportement de plus de 20 000 personnes qu'on a rentrées à la main pendant plusieurs années. La valeur de Flynn vient de là. Donc il analyse le comportement par rapport au contenu. Donc en fait, par rapport à l'entraînement qu'on lui a donné, il va essayer de nous situer, nous, entraîneurs de robots, par rapport à ces 20 000 personnes, on va dire, auxquelles on a rajouté les plus de 3 000 robots maintenant qui sont entraînés dans l'école, qui sont considérés aussi comme des personnes, quelque part, que le robot, qui ne fait pas la différence entre les humains et les personnes, ce qui ne comprend rien, il analyse leur comportement. Donc en fait, quand on arrête d'entraîner le robot continue toujours de nous situer par rapport avec la même base d'entraînement qu'il a eu, par rapport aux utilisateurs sur Internet, notamment, qui continuent d'évoluer dans la réflexion. Donc normalement, il est censé évoluer avec les gens. Mais effectivement, des fois, il peut dériver. Oui. C'est mieux de s'en occuper. J'avais aussi une autre question sur la gratuité de l'info. En fait, on le voit tous sur Facebook, sur Twitter. Parfois, on est envoyé vers des articles, mais si on n'est pas abonné, on ne peut pas lire tout l'article. Oui. Comment est-ce que vous fonctionnez? Vous fonctionnez uniquement avec des médias gratuits? Non, parce que je pense que l'info payante, c'est une info de qualité. C'est un problème qui est assez complexe parce qu'il y a à la fois le problème du financement des médias. On peut dire, du coup, c'est chiant, c'est payant, donc je ne paye pas. Mais en même temps, si on ne les paye pas, il faut comment est-ce qu'on les finance? Et puis en même temps, on ne va pas non plus tout acheter parce que ça coûte trop cher. Donc le modèle même d'abonnement des médias n'est pas très très bien fait. Donc je pense qu'un travail de fond à faire. Nous, pour l'instant, on n'a pas trop ce problème parce que souvent, les personnes qui utilisent ce robot sont déjà intéressées par l'info. Donc elles sont souvent au moins 1 ou 2 abonnements. Et moi personnellement, par exemple, je me rendais compte que je retombais souvent sur les mêmes médias. Donc le robot me fait une présélection et me dit globalement, dans ces médias-là, tu as des articles intéressants et c'est ceux-là qui reviennent plus souvent. Donc ça mérite du coup que je paye 1 abonnement ou 2 abonnements. Donc ça, c'est le premier travail qu'on fait.
Et après, comme notre objectif, il est quand même de permettre à chacun d'être vraiment mieux informé, et même si on n'a pas l'argent pour le faire, ou qu'on ne peut pas se payer 10 abonnements par mois, et bien qu'il ait au moins l'information essentielle, surtout pour ce qui concerne les crises, notamment là où il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Donc on est en train on a un prototype pour l'instant, on va voir comment on le met en scène. Une capacité en fait automatiquement de faire un résumé, une synthèse en fait de l'article en mettant les 5 points essentiels, donc qui serait fait lui par un robot. Alors c'est plus compliqué parce qu'il faut qu'on ait l'intégralité de l'article pour le faire, donc ça demande quelques réglages, mais c'est un des éléments qu'on veut mettre en avant. Est-ce qu'à Paris il y a une question dans la salle? Alors, je vais reposer une question. Vous avez fait aussi une première approche des assistants vocaux. Vous avez fait une petite newsletter pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils entendent, dans quelle mesure ils sont un danger pour notre vie privée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, c'est une expérience qu'on avait lancée. On l'a pas faite très longtemps parce que c'était un peu du bénévolat, donc c'est juste pour vérifier quelque chose avec un humoriste qui voulait en fait faire une conférence collaborative pour essayer de répondre à une question, c'est est-ce que nos téléphones nous écoutent? Est-ce que les assistants vocaux nous écoutent? Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, vous parlez d'un truc devant votre téléphone, puis après vous voyez une pub sur Instagram par exemple ou sur Facebook, je dis merde, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on doit forcément nous écouter, quoi. Donc on est allé creuser ce sujet-là et on a demandé surtout à la communauté sur LinkedIn, à nos communautés, donc celle de cet humoriste, la mienne, de nous envoyer des liens intéressants sur le sujet-là, donc un peu contradictoires, qui s'appuient plutôt sur des études scientifiques ou des ingénieurs qui avaient vraiment étudié le truc plutôt que simplement des avis. Et on a alimenté le robot avec tout ça. Et du coup, on a un robot qui s'appelle Todd, parce que on va appeler ça les conférences Todd au lieu des conférences TED, et en fait, et qui du coup est alimenté uniquement avec ces articles-là et qui toutes les semaines renvoie des contenus autour de la problématique de la sécurité, de la surveillance à travers les appareils électroniques. Et en parler, donc ça nous a aidé, en fait, ces articles-là nous ont aidé à faire une enquête. Donc j'ai fait un épisode de Flynn Dimanche là-dessus, qui reprenait tous ces éléments-là. On a fait aussi un podcast autour de ça. On était allé interviewer un hacker pour savoir vraiment si on est écouté, si vous voulez avoir la réponse. Est-ce qu'on est écouté? Est-ce que notre téléphone nous écoute? Alors en fait, non. Parce que pour vérifier, en fait, il faut vérifier que le son est envoyé, en fait. Donc c'est des données particulières qui sont envoyées par notre téléphone à Facebook ou ailleurs. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du téléphone? Donc ils ont fait des tests, il y a plusieurs tests différents. Ils le laissent toute la journée et ils regardent ce qui sort ou pas et ils parlent au téléphone, ils disent des trucs pour voir ce que ça change. Et donc il y a rien qui sort. Donc ce qu'on pense plutôt, c'est que c'est quelque part un peu la synchronicité des algorithmes. En fait, quelque part, vous êtes assez prévisible et que finalement, quand vous avez un parcours sur les réseaux sociaux, le robot peut arriver à prédire des choses qui vont vous intéresser. Donc même parfois, un truc qui peut être lié à une rupture, par exemple. Donc ça reste un truc à explorer, mais en tout cas, la réponse est qu'a priori, il n'y a pas de son qui sort du téléphone et qui est envoyé aux réseaux sociaux. En tout cas, techniquement, non. Il y a peut-être d'autres choses, mais pas ça. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Je vous passe le micro si vous voulez. Est-ce que tu as une autre question, Mélanie? Non. Alors, juste pour finir, est-ce que tu peux éventuellement nous donner un petit conseil, un conseil aux futurs éleveurs de robots et aussi nous redire pourquoi il faut ouvrir sa newsletter Flint tous les matins? Il faut l'ouvrir déjà si ça vous intéresse. Après, moi, je ne pousse pas à la consommation. Au contraire, je pense qu'on est dans un monde où il ne faut surtout pas pousser à la surinformation. Il faut prendre beaucoup plus de temps à soi. Peut-être aussi parfois pour lire des contenus plus longs, faire autre chose de sa vie aussi. Il y a des fois des infos qui servent vraiment à rien, qui sont anxiogènes et qui seront oubliées le lendemain. Donc, j'ai à peu près 80% des infos qui passent dans la journée dont on ne parlera plus le lendemain, donc ça ne sert à rien. Donc, c'est plutôt de prendre le temps. Ça, c'est la première chose. Après, s'informer, c'est super important. S'informer, mais l'important, c'est de gagner du temps. Donc, si vous vous intéressez au marketing, par exemple, il y a plein de choses à lire, mais il y a beaucoup de trucs super pas intéressants qui sont écrits par des consultants qui veulent juste vendre des livres blancs et ça sert à rien, en fait. Donc, ils vous font les 10 trucs importants à savoir, etc. Donc, c'est vraiment important de pouvoir gagner du temps par rapport à ça et se dire, au moins là, je vais avoir l'essentiel, les trucs qui sont intéressants. Et après, pour l'entraîner, pour l'équipe qui l'entraînera, c'est super important de faire attention à la source d'informations qu'on utilise pour le robot, parce que le robot va analyser vraiment tout l'écosystème autour d'un article, par exemple, ou d'un podcast.
Et donc, si l'écosystème il est pas très bon, donc par exemple si vous parlez de marketing, mais vous avez un truc fait par quelqu'un qui est pas très bon et qui est entouré d'une communauté qui est pas forcément d'un niveau très professionnel, on va dire, du coup, vous risquez de l'induire un petit peu en erreur. Donc voilà, mais en fait, on se rend compte que le fait d'entraîner son robot est déjà une façon de mieux s'informer parce qu'on reprend un peu quelque part le contrôle de sa consommation d'informations et on se rend compte d'un certain nombre de choses. Mais vous vous en rendrez compte si vous le faites, donc je vous laisserai la surprise de le découvrir. Merci beaucoup. On reviendra vers toi donc avec le groupe qui élèvera cette année les robots Iggy. Merci d'être venu. À très bientôt et bonne chance dans ton aventure entrepreneuriale aussi.